Aujourd'hui, on est absolument ravis de partager ce moment-là avec vous. Le partage, c'est un élément essentiel de l'ADN du... Ah, parfait, là voilà. Donc, je reprends. C'est un élément essentiel, le partage, à la fois dans le monde de la gastronomie et dans le monde de l'open source. C'est un élément qu'on a voulu mettre au cœur de ce moment, un moment de partage donc avec vous, avec 3 éléments clés et 3 moments clés qu'on va avoir ensemble. Le premier moment qui va être un moment avec Alexandre Herumi, on va revenir sur l'état de la digitalisation en France. Deuxième moment, on fera un zoom avec les chocolats Alain Ducasse. Et troisième moment, on sera ravis de partager avec vous vos questions et d'y répondre. Hop. Aujourd'hui, donc, nous avons Argentine Serre du chocolat Alain Ducasse, Alexandre Herumi, CEO de PrestaShop, et moi-même pour vous accompagner sur la séance. Alexandre, est-ce que tu peux nous rejoindre? Je vous demande de l'applaudir, s'il vous plaît. Alexandre Herumi, CEO de PrestaShop. Bonjour à toutes et à tous. C'est assez émouvant de se retrouver là dans un événement live, in real life, après 18 mois de crise sanitaire. On en a fait des événements, mais ils étaient tous digitaux. Et donc c'est pour ça que je vais prendre le temps de vous regarder, chacun, toutes et tous, parce que pour nous, c'est assez unique et on est ravis de reprendre ce cycle d'événements en direct. Et on est ravis aussi d'être avec vous, effectivement, comme le disait Nicolas, pour partager. Partager ensemble ce que peuvent être les défis de cette rentrée économique. Cette rentrée économique qui s'annonce bonne et qui s'annonce après 18 mois, comme je disais, de crise sanitaire et avec un horizon qui s'éclaircit. Et c'est pour ça qu'on est ravis de vous partager aussi du chocolat, Alain Ducasse, mais qu'on est aussi convaincus que désormais on peut de plus en plus être confiant, voire même optimiste. Et chez PrestaShop, on est résolument optimiste quand on regarde la croissance des marchands qui utilisent notre solution. Et on est très fiers de pouvoir partager ça avec vous et pouvoir également revenir justement sur l'état de la digitalisation en France. Un chiffre qui illustre cette confiance retrouvée, c'est qu'aujourd'hui, 68% des entreprises en croissance considèrent que le digital leur a permis de développer leur business. Donc on voit que d'un moment où le digital pouvait être un peu mis dans un coin, malmené, on a basculé dans un temps digital. On a parlé souvent de new normal ou nouvelle normalité, etc. Moi, je n'ai pas envie de parler de ça, j'ai envie de vous parler d'accélération de cette transformation digitale qui est marquée désormais et qui s'est fait dans tous les pans de notre économie, dans tous les pans des usages aussi de nos clients, de vos clients, des consommateurs, de nous en tant qu'individus et particuliers. Et on l'a vu, et les entreprises l'ont vu également pendant cette période. On est, grâce à ces mutations, passé d'un temps où le commerce était siloté, avec d'un côté le e-commerce et d'un autre les boutiques physiques, à un temps où le commerce devient intégré. Alors oui, pendant la crise, on a eu le digital, le e-commerce, comme un outil de résilience, comme un bouclier contre cette crise. Alors nous, on l'a vu. Il y a eu 40% de création de boutiques en plus tous les mois sur PrestaShop. Mais on l'a vu aussi à travers différents exemples. Je vais en citer 2, et qui sont vraiment de part et d'autre du spectre des entreprises qui se sont digitalisées pendant cette période. La première, c'est les Tarés du Vrac. Une boutique, un commerce de proximité qui fait de l'épicerie en vrac à Toulouse, qui a souhaité mettre en place une solution de click and collect et qui a ouvert sa boutique pendant le premier confinement. Deuxième, c'est Carrefour. Parler de Carrefour déjà digitalisé et avec une accélération rapide, avec l'impulsion de toutes ces équipes, oui. Mais Carrefour, pendant le confinement et pendant les confinements, s'est retrouvé face à un défi, celui d'avoir au sein de ces hypermarchés des pans entiers de rayons fermés, notamment les rayons non alimentaires. Et Carrefour a décidé, à la fin de l'année dernière, de lancer un site dédié aux non alimentaires, qui a fait un carton au printemps avec les catégories jardin et qui en ce moment évidemment est en train de distribuer toutes les catégories de la rentrée, notamment de la rentrée des classes. Bouclier contre la crise. Mais en fait, le défi qui nous est posé maintenant, c'est d'aller encore plus loin. C'est savoir comment on accélère ça et comment on consolide ça, non plus seulement en pensant le e-commerce comme la énième boutique d'un réseau de magasins, mais en pensant le e-commerce comme faisant part d'un commerce.
d'un commerce unifié, d'un commerce intégré, peu importe le vocable que l'on va employer, d'un commerce tout court. Pouvoir parler de commerce tout simplement. C'est pour ça qu'on a inscrit dans notre vision chez PrestaShop le fait de devenir la plateforme commerce de référence pour la croissance des entreprises dans le monde. La plateforme commerce, vous aider à vendre. Et finalement, le e-commerce deviendra un canal comme les autres, comme avant on a pu avoir différents formats de magasins, des ventes Tupperware, des forces de vente aussi sur le terrain. Et effectivement, on a une intégration de plus en plus forte de ce canal. Et on le voit aussi, les chiffres que je cite sont ceux du baromètre de l'Axel. D'ailleurs, la prochaine édition va sortir dans 2 jours. On a plus de la moitié des entreprises qui répondaient l'année dernière, qui considéraient que justement le commerce et le digital étaient complémentaires finalement à leur business dans les boutiques physiques. Et on voit qu'il y a une vraie prise de conscience et désormais une confiance plus en plus forte par rapport au commerce en ligne et son intégration dans le commerce physique. Mais pour faire ça, on a besoin de garder notre avance en France avec des champions français, des champions européens. Alors on les a historiquement dans le commerce. Les premiers à avoir lancé le format hyper, au début des années 60, à Sainte-Geneviève-des-Bois, c'est ici, c'est en France. Et on a aussi la possibilité de reposer sur des champions technologiques français, européens. Vous avez autour de vous et dans le salon certainement des développeurs, des étudiants qui viendront renforcer vos équipes, renforcer les équipes des prestataires, des agences, des experts qui vont vous accompagner. Et on a beaucoup de signaux positifs dans ce sens avec le développement de pôles technologiques et de ces compétences. Mais est-ce que c'est assez? Aujourd'hui, on doit aller plus loin. On doit aller plus loin pour résoudre et apporter des solutions aux freins que vous pouvez encore rencontrer. Il y a un frein du financement. Alors, l'État a mis différentes actions en œuvre depuis l'année dernière. Je pense qu'il faut aller encore plus loin sur ces sujets-là, et notamment avec les banques. Est-ce qu'aujourd'hui, on a assez de talents qui sont formés? C'est aussi ce à quoi on a envie d'œuvrer chez PrestaShop. Et puis enfin, il y a un vrai sujet autour de l'accompagnement. L'accompagnement par ces différents acteurs technologiques, par ces différents experts. Et c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui, pour partager, mais aussi pour donner à montrer un exemple d'accompagnement que l'on a eu l'année dernière, puisque vous allez avoir la joie de découvrir le succès des chocolats Alain Ducasse, que l'on accompagne depuis 2020, face à des défis de trafic, de vente, et évidemment d'accélération liée au Covid, mais pas que, le développement du click and collect également. Et je vais laisser les experts vous en dire plus avec Nicolas et Argentine pour les chocolats Alain Ducasse. Merci beaucoup. Merci Alexandre. Argentine? Bonjour. Merci beaucoup Alexandre. Bonjour Argentine. Bonjour Nicolas. Est-ce que tu peux te présenter? Oui, alors je m'appelle Argentine et je travaille pour le chocolat Alain Ducasse en tant que product owner, chef de projet digital donc sur cette fameuse boutique PrestaShop qu'on a depuis 2013. Avant de vous donner les clés et la recette d'une croissance à 2 voire 3 chiffres, j'aimerais bien qu'on revienne un peu plus sur des éléments de contexte et comprendre au final qu'est-ce qu'est le chocolat Alain Ducasse au sein du groupe Alain Ducasse. C'est quoi la genèse du projet? Alors, le chocolat Alain Ducasse est né en 2013, puisque Alain Ducasse, on le sait peu, mais a découvert le chocolat auprès de pâtissiers et d'artisans chocolatiers au tout début de sa carrière, sans pour autant se détourner de la cuisine et d'entreprendre tous les succès qu'on lui connaît. Et il est revenu au chocolat donc en 2013 avec la volonté de retravailler le produit à une condition, c'était de maîtriser la chaîne de production de A à Z et donc de fabriquer lui-même son chocolat depuis la fève de cacao dans un lieu de production qui est près de la place de la Bastille à Paris, rue de la Roquette. Okay. Bon, j'espère qu'on vous a compris, c'était pas évident avec le jingle. Si on doit revenir sur les chiffres clés concernant le chocolat, tu m'as dit en préparation, donc entre 5 à 8 tonnes. J'ai une première question. C'est combien de tablettes, 5 à 8 tonnes, globalement?
Ça représente quoi? 5 à 8 tonnes de fèves torréfiées, ça fait beaucoup de tablettes, encore plus de bonbons de chocolat, ça fait de la pâte à tartiner et ça fait beaucoup d'heureux à l'arrivée. On parle de 27 points de vente dans le monde. C'est des points de vente qui sont avant tout localisés en France, en Europe, à l'étranger un peu plus loin. En France, tous nos points de vente sont à Paris. Paris et région parisienne, et ça représente une bonne quinzaine de comptoirs. Et à l'étranger, nous sommes présents au Japon, avec une manufacture et plusieurs comptoirs à Tokyo et dans d'autres villes. Et enfin, nous sommes présents à Londres avec un comptoir. Et puis, on a donc un autre point de vente, et c'est pour ça que je suis ici, qui est donc une boutique PrestaShop qui représente en période forte jusqu'à 35-40% du chiffre d'affaires du groupe, enfin de la marque. Et cette boutique nous permet donc de toucher un public plus large, puisqu'on livre partout en France, on livre aussi en Europe et aux États-Unis. Selon les périodes de l'année, on pourra y revenir. Ok. On va regarder une petite vidéo. Hop, qui va nous permettre de voir quelle est l'expérience que vous donnez aussi à la fois sur le site, mais surtout en boutique. Et justement, on va parler un petit peu sur cette vidéo. Point important, l'expérience, on le sait, en gastronomie, ça fait tout. C'est un moment absolument exclusif, c'est un moment voilà, qu'on aime partager. Qu'est-ce qui fait que l'expérience chocolat Alain Ducasse est si particulière? C'est donc l'expérience et voilà, tout ce que tu disais, ce sont des valeurs donc déjà du groupe qu'on met en avant déjà en restauration. Et sur le chocolat, la ligne de conduite, c'était vraiment un sourcing très rigoureux, un travail sur la matière, sur le goût. Et c'est pour ça, par exemple, qu'on torréfie nous-mêmes nos fèves, puisque ce travail de torréfaction et toutes les étapes de fabrication permettent vraiment de travailler sur la fève, sur les arômes et sur tout ce qu'elles peuvent nous offrir en termes de goût. Et donc tout ça c'est fait dans notre manufacture, de la même manière qu'on fait nos pralinés, tout ce qui va avec et qui accompagne le chocolat. Ok, donc du sourcing au final à la distribution, vous intégrez toute la chaîne de valeur. Exactement, Okay. c'est l'idée. Hop, je vais passer à la slide suivante, s'il vous plaît. Yes. On a vu que vous étiez un acteur donc, international, omnicanal, donc vous avez plus de 35% de votre chiffre d'affaires qui se fait en ligne. Avec la Covid, ça a complètement rebattu les cartes. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus justement sur ce mix qui a été changé et surtout sur les enjeux en termes de préparation? Parce qu'au final, vous aviez déjà anticipé quelques changements, notamment une migration de PrestaShop 1.6 vers PrestaShop 1.7. Est-ce que tu peux m'en parler un peu plus? Effectivement, donc on a eu une période du Covid qui était très très intense pour nous, puisque comme beaucoup de commerçants, on a fermé tous nos comptoirs français. Et cette période très intense sur le digital nous a poussé à réfléchir à une migration de PrestaShop 1.6 sur laquelle on était à l'époque jusqu'à sur la version 1.7. Et on avait donc plusieurs enjeux. Un premier enjeu, c'était la robustesse technique, s'assurer qu'on ait un socle solide qui puisse accompagner et supporter nos ambitions de croissance et nos objectifs. Après, donc, une fois ce socle technique bien solidifié, on avait un enjeu d'acquisition avec là toute une série d'optimisation SEO. Donc on a revu tous nos contenus, on a retravaillé par exemple tout ce qui est métadescription, le format de nos images, ce qui peut avoir un impact important en SEO. Et enfin, des optimisations plutôt UX, qui là concerne la conversion. Donc on a fait des optimisations beaucoup sur mobile et on s'est concentré sur une étape clé qui précède la conversion, qui est le tunnel d'achat. Et sur ce point, on a refondu le tunnel d'achat pour faire en sorte qu'il soit sur une page, ce qui le rend beaucoup plus fluide, enfin efficace.
Et d'un point de vue factuel, quand on regarde par exemple Pâques ou le mois de mai de l'année dernière versus l'année précédente, c'était quoi l'impact? Enfin, comment vous l'avez chiffré et on parle de quoi en termes de croissance? Alors, Pâques, justement, est tombé en plein pendant le confinement. Donc Pâques, c'est dans l'année d'un chocolatier un des 2 temps forts avec Noël. Donc pour nous, c'était vraiment un gros enjeu de ne pas se louper sur cette période. Et c'est pour ça qu'on a beaucoup compté sur notre boutique PrestaShop. Et concrètement, entre mars et mai, donc la période du premier confinement, on était à plus 300% de chiffre d'affaires. 300%. Ouais. Après, toutes nos boutiques, à mettre en perspective avec le fait que toutes nos boutiques Étaient fermées. en France étaient fermées. Ok. Donc vous aviez globalement plus d'une quinzaine de boutiques fermées et à côté de ça, vous avez au final tout le flux de vos clients habituels qui se reportaient complètement sur la boutique. Sur la nouvelle boutique en 1.7 et la stabilité de la boutique vous a permis pour le coup de sortir cette croissance. Exactement. Ok. 700% de croissance, on en a parlé aussi un petit peu. Est-ce que tu peux me parler de l'opération, non pas avec un influenceur, mais avec un grand chef pâtissier? Exactement, ça c'était au mois de mai. On a eu jusqu'à plus 700% de chiffre d'affaires sur une co-création, une collaboration avec un chef pâtissier que vous connaissez sûrement qui s'appelle Cédric Grolet, avec qui on a imaginé une fleur de mai. C'était une création chocolatée fourrée. Ça devait être pas mal. Donc, premier impact sur la migration, on a vu donc 57% d'amélioration du taux de rebond. Ok, bon, c'est un beau chiffre, mais concrètement, pour vous, ça s'est matérialisé comment? Le taux de rebond, c'est un aspect important sur le SEO. Ça a un impact très positif dans la mesure où, qui dit taux de rebond qui baisse de 57%, donc contenu plus qualitatif, puisqu'on reste plus longtemps sur la page et on quitte moins vite le site. Et donc tout ça, ça rentre dans l'algorithme Google et permet d'améliorer le référencement naturel. Ok, donc une première consolidation de votre business, un site qui tient. Et j'avais des questions concernant aussi les difficultés liées à votre verticale. Vendre du chocolat, c'est pas simple. Comment vous avez réussi à gérer justement ces contraintes? En termes d'opérationnel? Ouais. Effectivement, on a des enjeux liés à la spécificité du produit qu'on vend. Un des freins qu'on a à l'expédition, c'est que le chocolat, c'est une matière fragile. C'est une matière fragile d'un point de vue de la conservation, puisque ça se conserve idéalement autour de 17-20 degrés. Donc c'est pour ça que je le disais au tout début, on n'expédie pas encore en frais à l'étranger. Donc voilà, on ne prendra pas le risque d'envoyer du chocolat à Naples en plein mois d'août, parce qu'il risque d'arriver assez dégradé. Et un autre défi de conservation, c'est en termes de transport. On peut avoir des créations assez fragiles. Je pense par exemple à Pâques, où on propose des crabes et des homards en chocolat avec des chocolats à l'intérieur, donc c'est une coque assez fine. Quand on ne maîtrise pas toute la distribution, le risque, c'est que ça arrive en 1000 morceaux. En 1000 morceaux. Donc, une des parades pour ça, et Alexandre en parlait rapidement au début, c'est le click and collect. Donc ça, on l'a mis en place, et sur ce type de produit non expédiable, c'est très intéressant puisque c'est le seul moyen qu'on a d'assurer que le produit arrive dans les mains du client en bonne et due forme. Le seul frein avec le click and collect, le risque, c'est que ce soit un frein au e-commerce, puisque des scénarios qu'on a eu au début, c'était un client, mettons à Marseille, qui met dans son panier sans le savoir un produit expédiable et un produit non expédiable. Il fait l'effort d'aller jusqu'à son tunnel d'achat, il avance dans le tunnel d'achat et à la dernière étape, au moment de choisir son transporteur, on lui propose qu'un click and collect à Paris. Et dans la plupart des cas, malheureusement, c'est un panier abandonné et un utilisateur déçu et qui a perdu son temps. Donc c'est perdant-perdant. Donc le click and collect, c'est une solution
à condition d'avoir une signalétique au cordeau pour éviter que le e-commerce en pâtisse. OK. Autre point sur lequel on a pu travailler ensemble, pour le coup, c'est la partie optimisation. Donc, vous aviez votre 1.7 qui était déjà disponible. Le point, c'est qu'il y avait la nécessité d'optimiser la web performance. On avait constaté de votre côté une baisse en termes de web perf, notamment sur le back-office, avec des ralentissements. Vous aviez beaucoup plus de montées en charge, vous aviez beaucoup plus de commandes, et au final, les opérationnels avaient un peu de difficultés. Ce qui fait que PrestaShop vous a accompagné à la fois d'abord sur une partie audit, donc on a soulever le capot, essayer de comprendre côté configuration serveur ce qui se déroulait, côté application ce qui se déroulait, et on vous a fait aussi un audit qui nous a permis pour le coup de bien cibler les points qui étaient à modifier, et pour le coup, en l'espace d'une semaine, on a pu remettre comme ça le site aussi d'aplomb. Donc on a effectivement des enjeux qui sont à la fois d'acquisition, mais aussi d'expérience utilisateur. Et c'est quelque chose qu'il ne faut pas négliger, parce que ça peut aussi jouer sur la productivité et de facto sur la partie chiffre d'affaires. Et le dernier point, c'est aussi le suivi de projet, sur lequel je voulais attirer votre attention. Quand vous faites des optimisations, à l'instant T, c'est très bien, mais un site, ça vit dans le temps, ça se développe, ça a de nouvelles fonctionnalités. Donc c'est aussi très important d'accompagner le site, comme on le fait aujourd'hui avec les tests de montée en charge, pour s'assurer que le site tient toujours la route. Et l'impact au global sur la partie e-commerce, c'est effectivement une baisse de 86% du temps de chargement des pages, 57% donc, pour l'amélioration du taux de rebond qui a été conforté, et également une augmentation de 50% du nombre de visiteurs simultanés, donc à la seconde même. Donc, ce qui veut dire qu'au final, le site était en capacité de livrer à plus de personnes sans au final avoir eu besoin d'un travail en profondeur. 2021-2022, quelle est votre actualité, je vais y arriver, à l'international? Alors à l'international, on s'est développé progressivement. Donc au début, on livrait en France. Enfin, on a ouvert physiquement en France et on livrait en France. Petit à petit, on a étendu nos livraisons à l'Europe. En 2018, on s'éloigne encore un peu puisqu'on ouvre une manufacture au Japon et on ouvre des comptoirs au Japon physiquement, et aux États-Unis on ouvre les livraisons, donc depuis la France. Et plus récemment, on a lancé une e-boutique au Japon. Le marché étant très spécifique, on a choisi de travailler avec un partenaire local sur une techno japonaise, je crois. Et en Europe, on découvre les fonctionnalités du multi-boutique PrestaShop, puisqu'on va ouvrir une multi-boutique pour le marché UK, qui était, avant le Brexit, un bon marché sur la e-boutique française. Ça représentait 40 à 50% de nos expéditions à l'étranger. Et l'avantage du multi-boutique, c'est de pouvoir mutualiser en fait le back-office. On a un back-office commun où on peut partager ou ne pas partager des contenus. Et ça permet, alors en front et en back, mais de proposer un contenu pas forcément identique. Peut-être qu'au Royaume-Uni, on ne fera pas les mêmes choix de catalogue. On animera le site différemment. Et surtout, on propose un paiement en livres sterling, ce qui n'est pas le cas sur notre site français. On travaille avec un partenaire de transport local. Okay. Donc il y a aussi toute une partie logistique derrière, parce qu'en fait tout est lié. Donc pour l'instant, on livrera depuis notre comptoir londonien, donc il y a tout un enjeu de stock. Donc pour l'instant, ce sera un peu une phase de pilotage au début avec un catalogue peut-être un peu réduit et voir comment ça évolue. Donc au final, vous êtes en capacité d'avoir le multi-boutique, de faire du multi-devise nativement au sein de PrestaShop et de pouvoir vous étendre assez facilement en Angleterre. Okay. C'est ça. On va parler de vos 3 derniers projets en cours, donc avec le Mobile First, le Drive to Store et au final l'expérience. Le Mobile First. Le Mobile First, ça concerne, je pense, tout le monde. C'est pour nous, sur le chocolat Alain Ducasse, environ 60 à 70% de nos utilisateurs. Donc c'est une grande majorité. Donc c'est pour ça aussi que je vous en parlais durant la migration et toutes ces optimisations qu'on a faites. On s'est vraiment concentré sur le mobile.
Et voilà, garder toujours en tête de tout tester en mobile. C'est un petit aparté métier, mais j'imagine que je ne suis pas la seule à gérer un site. Quand on travaille sur un site internet sur un grand écran, c'est important de garder l'automatisme, de toujours vérifier ce que ça donne sur une version mobile, puisque finalement, c'est la majorité de nos utilisateurs. Notre deuxième gros projet, c'est le Drive to Store. J'en parlais un peu avec le Click and Collect. Et même sur notre page adresse, à titre plus informatif, comment mettre en avant efficacement et faire en sorte que quelqu'un qui cherche un comptoir à Paris trouve rapidement le comptoir qui est le plus proche de chez lui. Donc ça, c'est en termes d'UX quelque chose sur lequel on travaille, d'autant qu'on a ouvert récemment beaucoup de comptoirs. Donc si la liste est trop longue, il faut faire en sorte que ce soit bien lisible. Et un dernier challenge dont je peux parler, c'est l'expérience, comment on unifie l'expérience en boutique et sur mobile, trouver le bon équilibre entre l'aspirationnalité, le discours marque, la partie éditoriale et l'objectif de conversion, puisqu'on est sur un site e-commerce, tout en faisant transparaître l'expérience qui peut être vécue en boutique. Puisque je parlais de la manufacture, si vous rentrez à la boutique de la Roquette, déjà, vous avez l'odeur du chocolat, vous voyez la manufacture en transparence, les artisans travailler, on vous raconte le chocolat, on vous le fait goûter. Le défi du e-commerce, c'est de faire en sorte que Nicolas, sur son écran de téléphone, dans le métro, ça sent pas trop le chocolat autour de lui, qu'il puisse trouver ce qu'il cherche et être plongé dans notre univers. Et revenir. Pour conclure, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour 2022 ? Pour 2022, très prochainement, le lancement de la multiboutique. Et puis après, une belle saison de Noël et de continuer sur cette lancée. On arrive au terme de la séance. On n'a pas eu l'occasion de faire le Q&A. On vous invite, on est juste à côté PrestaShop, à venir nous poser vos questions. Et on vous remercie pour votre attention et on vous souhaite une excellente journée. Merci.